Donc, la visio sur la viennoiserie, étape 1, il y aura une autre visio sur la suite où on parlera plus de la pâte levée feuilletée. Là, on va parler de la viennoiserie, mais plutôt sur la brioche. Alors, au-delà de connaître la recette, dans un premier temps, ce qui est important, c'est déjà connaître 3 éléments importants pour faire les brioches. Donc, déjà la farine, donc les types de farine, pourquoi utiliser tel type de farine par rapport à un autre type. Désactive le son. Voilà. Qu'est-ce que aussi les produits amylacés? Parce que, bon, OK, l'amidon, mais on va en parler un peu. Et surtout, aussi, une autre matière qui est importante, la levure. Alors, la levure, c'est un champignon qu'on utilise en viennoiserie pour la fermentation. À ne pas confondre avec de la levure chimique, que ça a une autre action. Donc, voilà, ça, c'est plus pour les biscuits, pour les cakes, ou les gâteaux de voyage. Ici, la levure biologique. On dit levure biologique, mais ce n'est pas bio dans le sens produit bio, d'accord? C'est biologique dans le sens que c'est vivant. Donc, biologique est égal vivant, d'accord? Et c'est un micro-organisme, d'accord? C'est un micro-organisme. Et donc, c'est un champignon, tout simplement, qu'on utilise, donc un micro-organisme utile, car on l'utilise pour la viennoiserie. Donc, il faut connaître déjà, par rapport à cette matière première, la levure, les bons critères pour se dire, OK, c'est une bonne levure. Alors, il existe plusieurs marques de levure. Carrefour, Auchan, vous allez trouver la marque Extra. Alors, cette marque-là, vraiment, si vous n'avez pas le choix, utilisez-la, mais je trouve qu'elle donne un résultat moindre que l'Hirondelle. La meilleure marque de levure qu'il y a dans le marché, tous les professionnels le font, c'est la marque Hirondelle, comme une hirondelle. Donc, cette marque-là, soit vous la trouvez à Métro, mais souvent on la trouve par bloc de 500 grammes. Donc, il faut en faire quand même. Ou soit dans une boulangerie, quand vous demandez de la levure, vous achetez de la levure dans une boulangerie, en général, c'est la marque Hirondelle qui vont chercher dans leur frigo et qui vont couper 20, 30, 40 grammes. Donc, je vous recommande d'acheter plutôt de la levure en boulangerie. Elle est de meilleure qualité que la levure qu'on trouve dans le marché. D'accord? Comme c'est une matière première très importante qui va quand même accentuer la fermentation, donc le réseau glutineux, la tenue de la pâte, le goût également, parce qu'il y a une fermentation, donc ça va apporter du goût. Et en même temps, si on exagère dans la fermentation, bah, ça va apporter plutôt un goût de vinaigre. Voilà. Donc, attention à ça. Il faut savoir et citer les qualités organoleptiques d'une bonne levure. Donc, parmi vous, qui pourrait me citer les qualités organoleptiques d'une levure? Alors, vas-y, Aurélie, tu penses? C'est bon? Euh, L'odeur. Alors, Il oui, une faut odeur. qu'elle ait une odeur prononcée. Alors, une odeur pas trop prononcée non Pas plus. trop prononcée, Voilà. oui. Alors, on dit une odeur plutôt agréable. Après, ça dépend si on aime cette odeur de levure, mais c'est une odeur qui est peu soutenue. C'est-à-dire, on sent qu'il y a de la levure, on sent, mais c'est pas acre. Voilà, c'est pas trop soutenu. Si vous enlevez le sachet et d'un coup, pas, ça vous prend au nez d'un coup, de façon. Après, ça dépend aussi de la sensibilité de ce que vous avez, mais globalement, il faut faire attention. Pas une odeur acre, acide. Donc, une odeur légère. OK? Quoi d'autre? Une couleur beige. Voilà, plutôt une couleur claire, belge, c'est très bien, beige, de cette couleur-là, c'est très bien. Si vous ouvrez le sachet, vous voyez que c'est foncé, c'est pas bon signe. C'est la levure extra, souvent, elle est déjà un peu foncée, je trouve. Donc voilà, il faut une couleur assez claire, crème. D'accord, ça c'est important, très bien. Quoi d'autre? Faut qu'elle soit froide, faut qu'elle soit fraîche. Fraîche. Alors quand tu dis fraîche, c'est-à-dire humide, hein. Oui, fraîche, Voilà. humide Donc la et levure, ouais, exact. friable. Et Enfin, très bien. friable. Elle doit être fraîche parce que forcément, normalement, la levure, on la maintient à 3 degrés, 3-4 degrés. N'oubliez pas que c'est des champignons, c'est vivant. Donc, elle a besoin, si on la laisse à 20 degrés, elle va s'abîmer. Donc, 3-4 degrés. Et quand on la touche, on doit sentir une humidité et en même temps, ça doit être friable. Si jamais, quand vous la touchez, elle est une texture caoutchouc, chewing-gum, c'est pas la peine de commencer une pâte à brioche. Si elle est chewing-gum, c'est la levure extra, elle est souvent comme ça, elle est limite, je trouve. Qui a déjà utilisé la levure marque extra? Là, levez la main, comme ça. Magali, toi,
Non, je crois, moi, c'est des cubes que j'achète Ouais, en grande surface, mais il me semble que c'est Hirondelle. Je ok. regarderai parce que Ouais, j'en ai une. ils sont leaders dans le marché, je trouve, leader. Ouais, ouais, ouais. Il y a aussi le Safre qui est aussi une très bonne. Et d'ailleurs, j'avais mis une vidéo de cette entreprise-là qui font aussi de la levure. Ils font aussi, mais les rondelles, c'est très bien. Donc voilà, friable, humide, une odeur peu soutenue, en tout cas pas d'odeur de vinaigre. Voilà, ça c'est important. Et une belle couleur, voilà, une couleur claire, crème. C'est bon pour toi, Zaya? Ça, c'est la base. Franchement, la brioche, c'est long à faire. Entre la pousse, machin, le façonnage et tout, il vaut mieux commencer avec une levure qui est correcte. Voilà, il vaut mieux pas commencer si on n'a pas cette levure. Sinon, il faut faire autrement, mais là, pour le CAP, vous aurez de la bonne levure et pour vos entraînements, achetez de la bonne levure. Ne la mettez pas au congélateur, vos levures, parce que le congélateur, sauf si vous la congelez à moins 10 degrés, mais elle aura tendance à casser les cellules, voilà, à abîmer la levure et du coup, elle va moins bien se développer après par la suite. Donc, ça ne coûte pas extrêmement cher de la levure. En général, voilà, c'est 10-20 centimes. Enfin, allez, pour 20 grammes, quand je vais à la boulangerie, j'ai besoin de 20-30 grammes rapidement. Voilà, pour 50 centimes, en général, ils vous la vendent, hein, 50 centimes. Donc, ce n'est pas non plus excessif. Donc, vous pouvez, voilà, vaut mieux. Et ça se garde quand même, si c'est bien gardé, c'est-à-dire à l'abri de la lumière, bien enveloppé. Quand vous n'avez plus besoin de la levure, mettez-la dans un sachet, filmez-la bien, quitte à la mettre dans un tupperware et filmer, voilà, pour que ça soit bien protégé contre l'air ambiant. Et ça se garde facilement une semaine. Tant qu'elle a ses qualités organoleptiques, tout va bien. Voilà. Parce que la date, c'est une chose, la date de péremption, c'est une chose, mais c'est la façon qu'on va conserver la levure qui fera que la levure va mieux se garder. OK? Donc ça, c'est vraiment une base essentielle, c'est déjà bien comprendre la levure. Voilà, donc quand vous achetez de la levure, essayez de l'analyser un petit peu avant. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors la levure, c'est vivant et de quoi elle a besoin pour... En fait, la levure, ces champignons, ils vont manger le sucre. D'accord? Ils vont manger le sucre qui est dans vos recettes. Vous ajoutez un peu de sucre dans la recette de la brioche, mais dans la farine, il y a du sucre également. Si vous mettez du lait, bah, il y a du sucre, il y a du lactose. Donc la levure va manger le sucre et en échange, va donc, par un effet, va provoquer du gaz carbonique. Voilà. Ça mange, tac, il y a du gaz carbonique, c'est une réaction. Ce gaz carbonique, donc, c'est du gaz, hein, va vouloir sortir de la pâte. Normal, hein, ça sort de la pâte, quoi. C'est du gaz. Et si vous avez bien pétri la pâte et qu'il y a un bon réseau glutineux qui s'est opéré, donc une sorte de toile d'araignée, mais c'est du gluten, ce gaz carbonique va pas sortir de la pâte, va rester dans la pâte. Et c'est ce qui va permettre à la pâte de se développer. Ça, c'est vraiment en schématisant rapidement le circuit. Mais attention, il y a un risque. Lors du premier pointage, vous savez, le pointage, c'est la première fermentation. Après, je vous dirai juste après qu'on peut accélérer parce que vous n'avez que 4h50 à l'examen et on peut zapper le premier pointage en faisant une recette en direct, c'est-à-dire congélateur et mettre au frais. Mais au début, quand on fait une bonne brioche, il faut la faire avec le pointage. Donc, quand vous la laissez pointer, juste après le pointage, il faut la dégazer pour remettre la pâte à son état initial, avant pointage. Si vous la laissez trop longtemps avec le pointage, genre toute une nuit avec du gaz dedans, ce qui va se passer, c'est que votre pâte va avoir un goût de vinaigre parce qu'elle va trop fermenter. Une pâte qui fermente trop, c'est une pâte qui va vous donner un goût un peu de vinaigre. Voilà, ça ne sera pas agréable. Et comme la levure, elle a donné tout ce qu'elle pouvait pendant le premier pointage, au moment de l'après, bah, ça ne donnera plus grand-chose. Il n'y aura plus assez de force, plus assez de gaz carbonique. Donc attention, le pointage, OK, mais pas trop non plus, il ne faut pas abuser. Donc vous laissez pointer qu'une seule fois, si vous faites avec le pointage. Vous verrez qu'on peut zapper cette étape et qu'on peut mettre directement au congélateur, on va l'expliquer après. Donc voilà, et la levure, donc, elle a besoin d'humidité pour réagir, elle a besoin de matière organique, elle a besoin de chaleur. Alors, quand je dis de chaleur, ce n'est pas des grosses chaleurs, hein. 24, 25 degrés, ça lève. Même déjà à 8 degrés, ça lève. C'est juste que ça lève tout doucement.
Donc, elle a besoin de chaleur, matière organique. Et voilà, après de temps, un peu de temps, et d'oxygène. Voilà. Et elle meurt à partir de 50 degrés. Dès que ça a 45-50, ça y est, elle meurt. Donc, ça veut dire que quand vous allez enfourner vos pièces de viennoiserie au four, elles vont encore une dernière fois, pac, lever. Une dernière fois. Donc, voilà. Donc, comme ça va lever, c'est-à-dire le gaz carbonique va tirer sur votre pâte. Et grâce au réseau glutineux, eh ben, la pâte, elle va se développer. Mais si votre pâte est sèche, parce qu'elle a séché à température ambiante, admettons, vous faites des belles boules de brioche, mais elles ont séché, du coup, ça va craquer de partout. Déjà, ça va moins bien lever parce qu'il va y avoir une tension. Et en plus de ça, bah, ça va craquer de partout. Donc, très important de garder ce taux d'humidité, notamment dans la période de l'après, c'est-à-dire la fermentation. Alors, ce n'est pas facile quand on n'a pas d'étuve, parce que quand on a une étuve, on met de l'eau, il y a une humidité qui s'opère, plus une petite chaleur et tout va bien. Sans étuve, chez vous, soit vous avez un caisson en polyester, ouais, un gros caisson, mais bon, vous n'avez pas ça, vous ne faites pas du traiteur, donc vous n'avez pas de caisson. Alors, soit vous venez de prendre une douche ou un truc comme ça, et dans votre salle de bain, il fait chaud et humide. Là, c'est température idéale pour la fermentation. Donc, chez vous, au lieu de chercher où je peux mettre mes viennoiseries, clac, si vous avez de la place dans la salle de bain, mettez vos 2 plaques ou 3 plaques dans la salle de bain. Ça, c'est nickel. Vous venez de faire sécher du linge, vous avez une pièce, une buanderie, admettons, vous venez de faire sécher du linge, c'est humide, la pièce est humide, un peu chaude, hop, vous mettez les plaques ici. Ça, c'est nickel. Dans le cas où vous êtes en mode entraînement chez vous et que vous avez cette possibilité. Sinon, vous allumez votre four que, genre, même pas une minute, hein, juste pour commencer à le faire chauffer, vous l'éteignez direct. Après, achetez un petit spray d'eau, vous pulvérisez vos pièces une fois qu'elles sont façonnées à peu près à 40 cm. Alors, il ne faut pas les noyer, hein, c'est juste 2-3 coups de spray et vous les mettez dans le four éteint. Si vous avez un thermomètre à sonde avec un fil plus long, analysez toujours la température en temps réel dans votre four pour ouvrir le four un petit peu si besoin, pour qu'il y ait une température qui est voisine, on va dire 25-26 degrés. 25-26 degrés, c'est bien. Si vous mettez de l'eau chaude dans votre four, par exemple, vous la faites bouillir et vous la mettez dans un saladier, ne mettez pas tout de suite vos pièces. Attendez que ça refroidisse quand même un peu. Sinon, bah, analysez quand même avec un thermomètre à sonde pour vérifier la température de votre four. D'accord? C'est un four éteint. Ça va pour tout le monde? Jenny, ça va? C'est bon? Catherine, Olga, Magali? Oui, parfait. Ça va, Teresa, ça va? Donc, ce qui est vraiment important, parce que c'est un enjeu qui n'est pas si simple quand on n'a pas d'études, c'est il faut essayer de la créer. En tout cas, les meilleures conditions possibles. Si vous laissez vos viennoiseries à l'extérieur, c'est-à-dire sur votre table de salle à manger ou de cuisine, l'air ambiant ne sera jamais suffisamment humide pour avoir une bonne fermentation. Donc, du coup, ça va sécher, ça va craquer après partout. Vous pouvez de temps en temps, si vous n'avez pas le choix, pulvériser comme ça à 40 cm avec un spray vos viennoiseries. Ça pourra faire l'affaire. Par contre, le temps de fermentation à une température qui est 20 degrés sera beaucoup plus longue. Considérez à peu près que pour une température de 24 degrés, avec un petit taux d'humidité, alors si je vous dis un pourcentage, ça ne veut rien dire parce que vous ne pourrez pas mesurer le pourcentage, mais des fois, ça dure 1h30. Pour les brioches, ça dure à peu près 1h30. À peu près 1h30. Des fois, 2 heures pour les grosses pièces. Et pour la PLF, il faut des fois compter 2h30, 2 heures de pouces. Et le taux Pardon, 60% d'humidité, c'est bien. Avec un taux d'hydrométrie à 60%. Ah, ok. Voilà. Mais c'est compliqué, tu ne pourras jamais, à moins que tu aies une machine. Mais non, mais j'ai des thermomètres. Hein. Si, j'ai des thermomètres qui marquent le taux d'humidité. Ah, ok, génial, génial. Parce qu'attention, si vous avez trop d'humidité, ça va étouffer la viennoiserie. D'accord? Là, n'oubliez pas que la levure a besoin d'oxygène. Hein. Donc, si c'est dans un air saturé d'eau, ça ne va pas non plus. Hein. Donc, il faut de l'humidité. Voilà. Pas comme un sauna, hein, voilà, de l'humidité et un peu de chaleur, un petit peu de chaleur, pas trop chaude. 25, 26, allez, 27 degrés, 27, ça ne va pas le faire. En fait, le problème, c'est que si la pâte, elle lève trop vite,
Si la fermentation va trop rapidement, la pâte n'aura pas le temps de suffisamment se détendre par rapport à la levure, par rapport au gaz carbonique. Et vous risquez d'avoir des viennoiseries qui vont se déformer, qui vont perdre un peu de force ou quoi que ce soit. Voilà. Et c'est important aussi de se dire, voilà, il ne faut pas non plus trop les laisser lever. Il faut toujours gérer une pousse lente en 1 h 30. 1 h 30, c'est bien, ou 2 heures. Voilà pour cette partie. Ouais. Si on voit qu'au bout d'1 h 30, 2 heures, elles n'ont pas bien poussé, on peut quand même les laisser ou il faut les laisser, à moins que la levure est de mauvaise qualité, sinon ça va pousser. Ça va pousser. Il n'y a aucune raison. Par contre, ça se multiplie par bourgeonnement, c'est-à-dire une cellule fait 2, 2 fait 4, 4 fait 8. Donc en fait, au début, on a l'impression que ça va doucement. Mais il y a un moment, le nombre de cellules qui se multiplient systématiquement, à un moment donné, vous ne gérez même plus la fermentation. Ça va trop vite. Donc, l'objectif principal, c'est que vous devez gérer la fermentation. Alors, ça va, chez vous, vous allez faire qu'une plaque ou deux. Mais en entreprise, ils ont 50 plaques à cuire. Donc, ils ont une chambre de pousse. Et des fois, c'est arrivé où il n'y a pas assez de place dans le four et les viennoiseries, elles sont prêtes à cuire. Donc, il faut gérer, quoi. Donc, à l'examen, vous n'aurez pas cette difficulté parce que vous allez avoir au maximum 16 pièces individuelles. Mais il faut gérer quand même cette problématique de pousse. Si jamais il fait très chaud chez vous, très chaud et humide, par rapport au grammage de levure qui est indiqué, genre pour 500 grammes de farine, globalement, c'est souvent 20 grammes, on peut jouer là-dessus. En réduisant un petit peu, on peut mettre 15 grammes si vraiment il fait très chaud, c'est-à-dire canicule, voilà. On peut réduire un peu le grammage de la levure. Quand c'est de la levure de qualité, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, si jamais il fait trop froid, on ne va pas augmenter le grammage parce que sinon, il y a trop de levure et vous aurez un goût pareil de vinaigre au bout d'un moment. Voilà. Donc ça, c'est important. Le sel et l'eau et le sel et le sucre jouent un rôle important dans la pâte. Donc le sel, ça va réguler la fermentation parce que le sel, ça va jouer sur la couleur, un développement aussi d'arôme, un exhausteur de goût. Mais pour les pâtes où il y a de la levure, ça va réguler un peu la fermentation. C'est-à-dire la fermentation, elle va pousser un peu moins vite parce que forcément, il y a un agent de conservateur dedans. C'est le sel. Donc, ça va permettre à la pâte de se développer un peu moins vite. Si vous avez déjà acheté du pain sans sel, vous verrez que la baguette sans sel, elle a plein de bosses de partout parce que ça ne fermente pas de la même manière sur l'ensemble de la pâte. Il n'y a rien qui régule, en fait. Donc, du coup, elles sont moins jolies, les baguettes sans sel, que les baguettes traditionnelles. Je vous laisse vérifier quand vous irez dans une boulangerie. Les baguettes sans sel. Donc, ça régule. Le sucre va jouer aussi son rôle sur la couleur, pas spécialement sur le goût, sur la couleur, et ça va nourrir la levure quand même. Donc, c'est ce qui va permettre quand même de gérer une bonne fermentation. Si jamais, donc vous avez vu, si jamais il fait très chaud, si jamais il fait très froid, admettons, là, vous travaillez chez vous et il fait plutôt froid chez vous, quoi, admettons, très froid. C'est sûr que la fermentation, elle va mettre du temps à démarrer. Donc souvent, ce qu'on fait, parce que c'est quand même important d'avoir une petite fermentation au moment du pétrissage pour générer aussi un réseau glutineux, ça participe à la structure de la pâte. Donc, vous pouvez, admettons, si vraiment il fait froid, genre 17 degrés, vous pouvez mélanger la levure avec un tout petit peu de liquide qui est dans la recette, mais vous la faites tiédir, genre petit 30 degrés, petit, 30, pas plus. Et vous mélangez la levure. En général, c'est bien de la mélanger avec du lait, parce que dans le lait, il y a du lactose, et ce sucre-là va activer la levure. Ça va l'activer. Et du coup, une pâte qui fermente un petit peu, qui commence à fermenter légèrement au moment du pétrissage, va améliorer le réseau glutineux. Et les arômes aussi. Voilà. Donc là, c'était la partie levure. Voilà, partie levure. Donc, ça peut se conserver 3 semaines, jusqu'à 1 mois la levure au frigo. D'accord? Dans des bonnes conditions. Bien filmé, 3-4 degrés, 1 mois, vous êtes tranquille. OK? Voire plus. J'ai déjà pris de la levure 5 semaines après et elle était encore bien. Voilà, ça dépend vraiment comment elle est. Si vous ouvrez.
Enfin, moi, j'ai un frigo plus pour quand je pâtisse. Du coup, des fois, je ne l'ouvre pas. Donc, c'est vrai que la levure, elle reste plus longtemps à 3 degrés que si c'est le frigo qu'on ouvre toutes les 5 minutes à la maison. Donc, mettez-le dans un endroit, dans un petit tupperware à l'abri de l'air et ça ne bougera pas. Voilà. En ce qui concerne donc la farine, maintenant, parce que ça joue un rôle important, pour la brioche, on va utiliser de la farine avec un bon taux de gluten dedans, donc une farine assez forte, une farine de force qu'on nomme de la farine T45. Chez les meuniers, comment ils déterminent les types de farine? Magali, tu arrives à répondre? Les types de farine, ils sont déterminés comment? Je crois que s'il y a une histoire avec le taux de cendre, non? C'est pas ça? Oui, ouais, le taux de cendre. Donc, comment on obtient, comment on analyse le taux de cendre? Je ne sais point. Je me Quelqu'un sait? Teresa, Jenny, Olga, le taux de cendre, comment il est généré? Comment on détermine le taux de cendre? Zaya, si tu vois. Non. Alors, le taux de cendre, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent 100 grammes de farine sèche, donc de la farine sèche, et ils la mettent dans un four, dans un petit four qui chauffe à 900 degrés. Voilà, c'est en labo hein, qu'ils font ça. Et pendant 1 heure, ils brûlent la farine. Du coup, à 900 degrés, à la fin, il va rester que des minéraux, en gros, ce qui correspondait aux écorces, à l'écorce. Donc, plus il y a de minéraux, plus il y a de cendres. Plus il y a de minéraux, donc plus il y a de cendres, moins la farine est concentrée en gluten. Voilà. Oula. Voilà. Et ça, c'est le taux d'extraction. D'accord? Donc, il y aura toujours, par exemple, sur 100 grammes, si le pourcentage d'extraction, le pourcentage de cendres correspond à peu près à 67%, alors c'est précis, hein, 67%, là, vous n'avez pas besoin de savoir ça par cœur. On a un T45. Si, par exemple, on a 75% de matière qui reste d'extraction, et ben, du coup, c'est de la T55, etc., jusqu'à un moment où on a de la farine complète. Quand c'est de la farine complète, ça veut dire dans le grain de blé, on a été récupérer vraiment les écorces au contour. Donc là, on a une farine complète. Ça va, tout le monde visualise? Vous visualisez le grain de blé? À quoi il ressemble à peu près? Plus on a de minéraux, plus on est dans les farines complètes, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà. Et plus on est dans les farines complètes, moins on a de gluten? Automatiquement, parce que dans le pourcentage, oui, il y en a moins. Ok. Voilà. Il y en a quand même, hein, mais beaucoup moins. OK? Voilà. Après, bah, des fois, ils enlèvent le gluten. Après, ça, c'est un autre procédé. Donc, du coup, c'est pour ça que la T45, elle est très bien. Même la 55, hein, ça va. En fait, la 45, 55 et 65, c'est des farines blanches. Donc, c'est des farines qu'on pourrait utiliser même pour la brioche. Hein. C'est juste que il faudra jouer avec le façonnage pour lui donner plus de corps. Voilà, il faudra jouer avec ça. La façon de bouler la pâte pour accentuer la force de la farine. Voilà, il faudra jouer avec ça. Pour la PLF, vous verrez, c'est un enjeu de ne pas avoir une farine non plus pas trop élastique, parce que sinon on aura du mal à la travailler. Mais pour la brioche, justement, oui, c'est bien d'avoir une farine avec un bon pourcentage de gluten dedans. Donc la T45, elle est très bien. Ok, compris. Voilà, Compris. pareil, il faut déterminer la qualité d'une farine. Donc Olga, tu vas me dire si la farine que tu utilises a ces critères de qualité. Parce que là, justement, qui rencontre des difficultés pour avoir de la farine de bonne qualité? Non. Alors, il faut qui pourrait me citer les qualités d'une farine? Jenny, les critères de qualité d'une farine. Alors, Non, bah, je sais pas, j'ai pas regardé les cours encore sur globalement, quand tu achètes de la farine, à ton avis, visuellement, elle doit être comment? Au niveau couleur. blanche. Voilà, elle doit plutôt être blanche, bien blanche, ou alors elle peut tirer un peu côté crème. D'accord? Donc ça, c'est déjà important. Si elle est foncée, marron, ça ne va pas. D'accord? Voilà, ça, c'est le premier critère. Après, au niveau de la granulation, enfin, au niveau de la finesse, ça doit être comment? Comme du gravier, comme du sable? Non, oui, du sable. Voilà, elle doit être très fine Bien autour. fine, quoi, Voilà, bien. très Ouais. fine. Voilà. à toucher. Voilà, elle doit être fine. On ne doit pas sentir de morceaux dedans. D'accord?
Si on commence à sentir des morceaux, ça ne va pas. C'est que soit il y a eu trop d'humidité, il y a eu, il y a eu des morceaux de pâte qui se forment hein, quelque part, soit il y a des bestioles, ça arrive Oui. aussi. Ah oui. Ah, il peut y avoir des parasites, hein, c'est certain. Soit c'est une farine complète. Voilà, en tout cas, elle doit être bien lisse au toucher. Ça, c'est important. Au niveau de l'odeur, la farine, quand on la sent, elle doit sentir quoi? Neutre. Noté. Neutre. Oui, une odeur plutôt neutre. On ne doit pas sentir de l'acidité. Voilà. Si vous sentez de l'acidité, ça veut dire que la farine, elle a pas été conservée correctement. Parce que la farine peut fermenter en elle-même, en soi-même, elle peut fermenter. Il peut y avoir des moisissures si elle a trop d'humidité. Donc, il ne faut pas qu'elle ait une odeur spécifique. Elle a une odeur un peu de froment. Enfin, froment, c'est maïs, hein, c'est du blé. Hein. Donc, voilà, après, voilà, mais pas d'odeur en particulier. Alors, elle a une date limite recommandée, une farine. D'accord? Après la date, on peut encore la consommer, mais vous pouvez perdre la force de la farine après la date. C'est-à-dire, quand vous voyez dans le sachet, si vous avez dépassé la date, utilisez cette farine plus pour faire des biscuits, pour faire des gâteaux, autres, mais n'utilisez pas cette farine pour faire vos viennoiseries. Optez toujours par la farine la meilleure qualité possible. En gros, à la limite, farine premier prix, c'est pour tout ce qui est biscuits, tout ça. Et ayez toujours un sac ou deux, 1 ou 2 kilos vraiment de farine de premier choix. Idéalement même, achetez de la farine chez le boulanger. Vous verrez que ça n'a rien à voir pour obtenir pour vos viennoiseries. Ça n'a rien à voir. Si, admettons, vous entendez bien avec un boulanger, vous pouvez lui dire, je peux vous acheter 1 kilo de farine de chez vous. Je sais que pendant le confinement, ils en vendaient pas mal. Donc, ça n'a rien à voir. Le meunier sélectionne quand même, hein, et forcément, pour les boulangers, ils ont besoin d'avoir une farine de qualité constante. Voilà, donc ça, c'est bon. Alors, le rôle de la farine, bah, ça va apporter de la fermentation. Forcément, il y a quelques matières organiques. Ouais, dis-moi, Magali. Justement, ça a coupé. Alors, je ne sais pas si tu as expliqué, mais quand on achète justement en gros, enfin, je sais pas, des sacs de 25 kilos, peut-être, ou j'en sais rien, comment est-ce qu'on la conserve une fois ouverte? Alors, pareil, à l'abri de la lumière, voilà, Oui, dans un endroit sec et aéré. d'accord. Voilà. Et au niveau température? 20 degrés, 17, 18, Ouais. bon, pas de souci, voilà. Pas trop chaud hein, quand même. Mais Ouais. surtout, quand je dis sec aéré, voilà, pas dans un endroit confiné où c'est humide ou quoi que ce soit. Voilà, il faut vraiment que ça soit aéré pour qu'il n'y a pas d'humidité dans là où vous stockez votre farine. Ne la Ouais, stockez pas en dessous de l'évier, quoi. Voilà, en gros. oui, style un cellier où il y a le sèche-linge et la machine à laver, ça ne va pas. Bah, si c'est dans une boîte hermétique, ça va, tu vois, mais bon, voilà, c'est pas toujours l'idéal. Ok. Parce que la farine a naturellement un taux d'humidité qui est voisinant à 10%, 10-11%. Si vous ajoutez trop d'humidité dans votre farine, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir aussi des mythes alimentaires qui apparaissent. Ouais. Voilà. Les mythes alimentaires, elles adorent la farine. Hein. Elles adorent ça. Ah, Ce n'est pas dangereux pour la santé, hein, mais bon, c'est même source de protéines, hein, quelque part. Mais voilà. Donc, si vous avez un peu des mythes chez vous, dus à la farine, dans une boîte qui a mal été fermée ou quoi que ce soit, la meilleure chose à faire, c'est vraiment, c'est triste, mais c'est jeter toute la farine. Hein, c'est chiant. Et décontaminer, c'est très galère d'enlever les mythes alimentaires. c'est l'enfer pour s'en C'est débarrasser. l'enfer, c'est l'enfer. Il y en a Ouais. partout, ils mettent des nids. Et quand on croit qu'on s'est débarrassé, ça peut Non, revenir. ça recommence. C'est compliqué. Donc ça, en boulangerie, c'est pour ça que l'hygiène est très importante pour éviter ça. Donc, voilà, donc la farine va donner du goût aussi, de la texture, c'est un agent de masse forcément, et ça va donner voilà, de la saveur, de la liaison, ça va permettre aussi de mélanger plusieurs ingrédients. Voilà. Voilà pour la farine. C'est vraiment une synthèse, mais c'est important de comprendre cette partie-là. C'est valable pour toutes les pâtes levées de toute façon, que ce soit PLF ou pas, on est dans le même principe. Après, petite question simple, qu'est-ce que des produits amylacés? Amylacés, Zaya, est-ce que tu sais? Produits amylacés. Tac, 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 hop. Catherine, De la farine de
Je vais arriver, oui, de la maïzena, des trucs comme ça, il y a des Voilà, donc, amidons. Maïzena, c'est une marque, hein. On Ah, dit pardon, pardon. Maïzena, c'est la fécule. Fécule. Voilà. De maïs, de pommes de Voilà. terre. Voilà, en fait, soit c'est de l'amidon, soit c'est de la fécule, c'est la même chose, hein, d'accord? C'est juste la provenance qui change. L'amidon, c'est plutôt, ça provient du blé ou du maïs, du riz, et la fécule, c'est plutôt, ça provient des pommes de terre, des tubercules, Ouais. quoi. Voilà, d'accord? Du manioc, par exemple, ça c'est de la fécule. Dans les deux cas, il y a, ça permet de faire pas mal de choses intéressantes. Donc, qu'est-ce que ça apporte, le fait d'ajouter des produits amylacés, c'est-à-dire C'est un de lion. l'amidon, de la fécule dans vos produits, dans vos C'est un recettes? lion. De quoi? C'est un lion. Oui, ça apporte quoi d'autre? La légèreté. Épaississant. La pâte Très légère, bien. Épaississant, quoi d'autre, Zaya? la pâte, elle devient légère. Légère, ça apporte de la légèreté à vos produits, c'est vrai. Donc, si vous faites une crème d'amande, le fait d'ajouter, on va dire maïzena, mais c'est de la fécule, hein, ou de l'amidon, bah, vous allez apporter de la légèreté au produit. En fait, c'est une façon de remplacer un peu la farine. On peut remplacer une partie de la farine par de l'amidon. D'accord? Une partie. Maintenant, on ne peut pas faire. Si vous faites une pâte à choux en ajoutant que de la maïzena, ça ne va pas marcher. Là, vous allez avoir un truc trop costaud. Vous allez faire exploser l'amidon, mais là, ça va être trop dense. Mais pourquoi pas remplacer 10% de farine? Ça dépend ce que vous recherchez. Si vous cherchez à faire des soufflés en pâte à choux, tout dépend ce qu'on recherche. Si on veut une pâte à choux extrêmement légère, vous pouvez tester un jour. Vous enlevez un tout petit peu de farine, vous la remplacez avec de l'amidon, et vous verrez ce que ça va faire. Mais ça va faire un soufflé. Mais en tout cas, c'est ça. Ça apporte de la légèreté, ça apporte un peu de volume, de la tenue aussi. Et ça, évidemment, ça va épaissir. C'est ce qu'on fait pour les crèmes pâtissières, hein. Ça va épaissir. Et ça, c'est très bien. Très, très bien. Une génoise, par exemple, pareil, si vous voulez donner de la légèreté à votre génoise, vous pouvez remplacer un peu de farine par de la maïzena, un petit peu. Quand on dit un petit peu, c'est quoi? Oui, alors par exemple, sur le poids total de la farine, 10%, 10% c'est bien. D'accord. 10-15%, c'est pas mal. Même pour le biscuit à la cuillère, voilà, tout ça, on peut remplacer une partie. Pour le Même, biscuit aquoise, tout ça. même pour la pâte sablée, sucrée. Bah là, la pâte, on ne cherche pas à avoir de la légèreté dans cette pâte. Sinon, ça risque de modifier la structure de ta pâte, là. Oui, Quand tu vas la cuire, elle va épaissir, tu vois. D'accord. Et là, ce n'est pas ce qu'on recherche. Mais c'est pour les plutôt biscuits, pour par les, contre, c'est les très bien. biscuits. Tous les biscuits, c'est top. Et les cakes aussi, tout ça. Ouais, un petit peu. Si à la farine, tu mets un tout petit peu de maïzena, 10% sur le poids de la farine, et tu vas avoir quelque chose de légèrement plus léger. Mais il ne faut pas en abuser non plus, hein, voilà. Mais ça va être un peu plus léger. Voilà pour ça. Donc après, bah, là, du coup, farine, produit amylacé, levure. Donc là, maintenant, on est vraiment sur le dur, c'est-à-dire bah, les étapes de réalisation. Donc, alors, une personne qui pourrait me citer toutes les étapes de réalisation d'une pâte à brioche. Alors, il y a brioche et brioche au lait. Mais on verra le brioche au lait rapidement après. C'est une petite variante. Donc, allez, qui veut me citer toutes les étapes là pour voir les étapes? Joker. Catherine, tu veux essayer? Ah ben, je n'en suis pas là, mais je peux bien. Les étapes, je ne sais pas du tout de quoi on parle. Alors, je ne sais pas, il y a le pétrissage, le moment où on laisse poser, le moment Ouais, où ouais, c'est pas mal, mais il y a le phrasage avant. Donc, je vais le quoi? on va phraser un peu la pâte, on va mélanger les ingrédients. Donc, je vais vous dire les étapes. Alors, en synthétisant, évidemment, dans la partie du cours sur les pâtes levées et brioches, vous avez un petit peu les grandes étapes qui ont été indiquées. Là, je vais vous citer des étapes avec un peu plus d'infos. Alors, le devoir que vous devez réaliser derrière, c'est que après, revoyez un petit peu le replay et envoyez-moi un petit message en audio en moins de 30 secondes, juste pour me dire, voilà comment on fait une pâte à brioche, on va faire ça, 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 de façon très simple. Donc, dans un premier temps, on va donc, pour la pâte à brioche nature aux œufs, hein, on va ajouter dans le récipient l'ensemble des ingrédients sauf le beurre. Et on va utiliser évidemment le crochet.
parce que c'est un pétrissage, donc c'est le crochet. Et on va commencer à mélanger les ingrédients. On va faire un fraisage léger. D'accord? Juste pour mélanger les ingrédients. Durer à peu près 1 minute, hein, d'accord? 1 minute à peine, hein, c'est juste pour mélanger les ingrédients. Ensuite, c'est seulement à ce moment-là, s'il y a besoin, mais il y a rarement besoin, qu'on va réajuster la recette. Donc au début, vous n'avez pas suffisamment de recul pour vous dire, il va falloir que je réajuste la recette. D'accord? On sait qu'il faut réajuster la recette au bout d'un moment. Une fois qu'on a fait 15 brioches, 20 brioches, on commence à avoir l'habitude de la texture que ça doit avoir dès le départ. Donc, au départ, vous ne réajustez pas, vous suivez tout simplement la recette qui est indiquée. D'accord? Donc, la recette qui est indiquée, pesez bien vos ingrédients. Prenez une balance de précision si besoin, c'est mieux. Quand il y a marqué 20 grammes de levure, 5 grammes de sel, 10 grammes de sel ou 10 grammes de sucre, c'est vraiment pesé au gramme près. Ça, c'est important pour éviter d'avoir des problèmes. Donc, au départ, on fait un phrasage. Ensuite, on va commencer le pétrissage. Donc, on va augmenter la vitesse moyenne. Donc, il n'y a pas de numéro de vrai numéro parce que ça dépend vraiment du type de robot que vous avez. Donc, on va amorcer le premier pétrissage pour amorcer tout simplement le réseau glutineux. Au début, on a une pâte qui n'est pas du tout élastique, hein. Donc, on va faire ça pendant à peu près 10 bonnes minutes. Voilà, 10 bonnes minutes à vitesse moyenne. Voilà. Après ces 10 minutes, on arrête le robot, on corne éventuellement le contour. Comme évidemment au début, pour faciliter le mélange de la pâte, on peut aussi corner 2-3 fois, hein, au départ, hein, quand on fait un phrasage. Et ensuite, on vérifie la température de la pâte. Mais là, on est bien normalement, on est loin d'être dans les 26 degrés. Et ensuite, on va ajouter notre beurre qui est coupé en petits morceaux. Donc, s'il fait très chaud à l'extérieur, vous sortez le beurre du frigo. C'est-à-dire, vous le coupez en morceaux si nécessaire avant pour gagner du temps, mais vous le laissez au frais. S'il fait très chaud dehors, d'accord? S'il fait très chaud dehors, laissez-le au frais. Si c'est une température, là, comme aujourd'hui, on va dire ambiance dans la cuisine, 22, 23 degrés, là, vous pouvez sortir dehors sans problème, hein, vous le coupez en morceaux. Le temps des 10 minutes de pétrissage, le beurre, il ne va pas trop bouger. Et ensuite, vous ajoutez le beurre en 2-3 fois, pas en une seule fois, hein, parce que ça va être plus difficile à le mélanger. Et vous commencez en première vitesse. Première vitesse, c'est juste pour mélanger, incorporer le beurre progressivement. Il ne faut pas hésiter d'arrêter le robot et de bien corner tout autour du récipient. Voilà. Dès que votre beurre est dans la masse et dans la pâte, pas sur les côtés du récipient, hein, mais dans la pâte, on va enclencher un pétrissage. Et là, la durée, elle est variable. C'est à peu près 15 minutes, mais ça peut être plus, ça peut être un peu moins. Ça dépend de la capacité de votre crochet. Tous les crochets ne se valent pas. Ça dépend des robots qu'on a. Donc, je sais que le Kenwood a un crochet qui est un peu plus gros, mais ça dépend les Kenwood, hein. Et les KitchenAid, pareil, si vous achetez le KitchenAid version Pro, ils ont un crochet plus gros et il fait vraiment la torsade un peu comme la queue d'un cochon, hein, en fait, c'est un peu ça, hein, qu'on dit. Mais du coup, ce qui est important, c'est avoir un crochet plus vous allez avoir un crochet gros, plus ça sera facile de pétrir. Fernando, donc, oui. C'est pas du beurre, c'est du beurre pommade qu'il faut rajouter Non, ou du beurre froid? du beurre froid. On va considérer qu'il fait chaud, voilà. D'accord. Alors, du beurre mou, ça va un petit peu, du beurre à température ambiante, mais pas du beurre pommade, hein, d'accord? Ok. Et ensuite, vous pétrissez pendant au moins 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes si nécessaire, en contrôlant la température de la pâte. D'accord? Elle peut aller jusqu'à 25, aller 26 maximum. Et Fernando, on reste à la même vitesse? Oui, vitesse moyenne. Si vous augmentez la vitesse, déjà, vous allez abîmer votre robot, surtout sur 500 grammes. Attention à ne pas faire tomber votre robot à ce moment-là, d'accord? Pendant les 10 minutes. J'en ai vu des robots tomber. Je crois que Salma, elle a eu l'expérience aussi, son robot, il est tombé. Donc, faites attention à ce moment-là. Je sais que si vous voyez votre robot tomber, alors là, c'est la catastrophe, hein, j'imagine. Hein, je me mets à votre place, hein. C'est un peu un bébé, quoi. Donc, fixez-le bien, voilà, vérifiez qu'il ne bouge pas trop, parce qu'il y a des robots, ils ont tendance à tomber quand même, donc faites gaffe. Donc, à la fin des 10-15 minutes, vous regardez la température, et à ce moment-là, normalement, la pâte, la matière grasse qui est dans la brioche va ressortir légèrement, donc elle va être légèrement luisante, brillante, et la pâte, donc, elle va se décoller des parois.
Ça, c'est quand vous avez un bon crochet, un bon robot. Hein. Mais franchement, un bon robot, vraiment bien pour faire de la pâte, brioche, euh, on n'a pas un robot en dessous de 800 €. Un bon robot. Voilà. Donc, ce qu'on a, ça va faire l'affaire. C'est pas grave, ça ira très bien. Mais du coup, c'est important de se dire, OK, j'ai peut-être pas la texture souhaitée à 100%, mais c'est aussi lié à mon robot. Donc, c'est pas grave. Elle est à 25-26 degrés, je vais arrêter là. Vous sortez. Ensuite, une fois qu'on a pétri, hein, en deuxième temps, on va la décuver, on la met sur le plan de travail et on va lui donner de la force. On va la rabattre et la bouler. Voilà. On va essayer de former une belle boule. D'accord? Une boule avec la main, on va à l'intérieur en dessous de la pâte et on vient tourner pour avoir une belle boule bien lisse. D'accord? En touchant votre pâte à ce moment-là avec le doigt, la trace du doigt doit disparaître instantanément. D'accord? Vous devez sentir que la pâte est bien élastique. Par la suite, vous pouvez tester le réseau glutineux en tirant la pâte dans les deux sens. Mais ça, vous pouvez être plus ou moins frustré parce que ça va dépendre de la qualité de la farine, de la qualité de la levure et la qualité du crochet du pétrissage. Donc, des fois, on voit des trucs de dingue dans les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'ils ont comme robot? D'accord? Fernando, Oui, désolé. Pour la farine, de préférence, utilisez la farine bio? la farine T45. Oui, je sais. Mais est-ce que de préférence d'utiliser la bio? Alors, la bio, des fois, elle manque un peu de force. Voilà. Ok. Alors, il faut juste en tenir compte. S'il y a un manque de force, il va falloir qu'après le pétrissage, vous la mettez sur le plan de travail et vous lui redonnez de la force en la boulant. Ouais. Vous amenez la pâte à l'intérieur, tac, Ouais, c'est ça. ramenez à l'intérieur et vous la reboulez pour lui donner de la force. Mm. Quand vous avez donné de la force, normalement, ce qu'on fait à ce stade-là, c'est qu'on va la mettre en pointage. On peut la laisser pointer tranquillement à l'extérieur. Bon, après, je vais revenir vite fait en arrière. Normalement, on la laisse pointer. Voilà, filmer, hein, pointer, juste pour que ça refermente. Et après, on va la dégazer. On va enlever le gaz carbonique au bout d'une bonne demi-heure, normalement. On enlève le gaz carbonique. Et pour enlever le gaz carbonique, il faut rabattre la pâte, c'est-à-dire on ramène la pâte qui est en dessous au-dessus. D'accord? On ramène la pâte qui est en dessous, qui touche le récipient, mettons, au-dessus. D'accord? Ça permet d'enlever le gaz carbonique. Et l'objectif, c'est de rendre la pâte à son état initial, c'est-à-dire avant pointage. Et à ce stade-là, normalement, vous pouvez la mettre au frigo. Ça, c'est quand vous avez 2 jours pour la réaliser. Nous, à l'examen, on n'a que 4h50 pour faire une belle brioche. Donc, même, on va dire 4 heures, hein, parce que franchement, les 50 minutes, ça va vite. Donc, on va dire 4h30, allez, maximum. Donc, du coup, vous faites tout ce que je viens de vous dire. C'est jusqu'à la fin du pétrissage. On peut la mettre en boule si on veut, pour lui donner de la force. Et après, on va filmer en contact et on va la mettre 20 minutes au congélateur. Et après 20 minutes au congélateur, on va la mettre au frais, au frigo. Pourquoi 20 minutes au congélateur? Pour qu'elle arrête de fermenter, pour qu'elle refroidisse le plus vite possible. Là, c'est un pointage direct, c'est-à-dire on fait une pâte à brioche en direct. D'accord? Ça va, Jenny? On enlève le pointage parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, on n'a que 4h50. OK. Et c'est ce qu'on fait dans la formation viennoiserie. On va faire ça. On met au congèle, 20 minutes, tranquille. Et après, hop, au frigo, filmer au contact. Normalement, 1 heure après, on peut la reprendre. Et une fois que la pâte est bien froide, on va détailler. Donc, on va détailler par rapport à la commande. D'accord? Donc là, il faut voir le sujet, réaliser une couronne de 300 grammes. Bon, on va détailler 300 grammes de pâte. Réaliser des tresses, voilà, on va détailler une tresse de 300 grammes, on va détailler 3 morceaux de 100 grammes. Pour faciliter le taillage, je vous recommande de faire des boudins avec votre pâte. Donc la pâte à brioche, vous la coupez en 2, vous faites 2 boudins et de cette manière-là, c'est plus facile de détailler. Une fois que vous avez détaillé, si la pâte est encore froide, on va pouvoir faire un préfaçonnage, c'est-à-dire on va bouler la pâte, mais on appelle aussi un préfaçonnage. Ce préfaçonnage est important, ça va donner du corps à votre pâte, de la force. D'accord? Préfaçonnage, notez bien, ou vous pourrez noter après. Après le préfaçonnage, on va remettre au frais.
Je vous invite même à le mettre un bon quart d'heure au congélateur et après au frais. Parce que chez vous, le frigo n'est pas assez froid. Donc, un bon quart d'heure au congèle et au frais. Pendant ce temps-là, vous préparez les moules, vous les beurrez, vous faites autre chose. Fernando, Ouais. compris le préfaçonnage. Alors, le préfaçonnage, ça consiste à donner de la force à vos pâtes. Ya. Voilà. Donc, on va simplement, admettons, si vous avez 10 brioches, 10 navettes à faire, peu importe, 10 navettes, bah vous faites 10 boules d'abord dans un premier temps. Voilà. Si vous avez une couronne à réaliser, bah vous réalisez une belle boule de 300 grammes. Voilà, on va tout bouler. En fait, là, on ne se prend pas la tête, on boule tout. D'accord? On boule. Oui, oui. C'est donner de la force. Après, on filme bien, on enlève bien l'excédent de farine, on remet au congèle un peu et après au frais. Un bon quart d'heure, 20 minutes entre le congèle et le frigo. Voilà. Et après, on va façonner. Façonner, ça veut dire qu'on va mettre en forme nos pièces. Donc ça, c'est le côté plus délicat, mais déjà, il faut avoir une belle pâte à brioche, hein, ça facilite. Le façonnage, donc, ça a deux objectifs, c'est donner une forme et donner de la force aussi. C'est un façonnage. Donc, on travaille avec la paume de la main, on travaille vraiment avec son doigt, avec la paume. Vraiment, c'est un travail manuel. Et l'objectif, c'est de ne pas intellectualiser le mouvement. Ce n'est pas évident, il faut sentir la pâte. Hein. Donc, je vous invite au bout d'un moment de fermer les yeux et de sentir. Vous devez être capable de bouler, de donner la forme juste les yeux fermés. Tout est dans le tactile. Et ça, ce n'est pas évident de l'expliquer. C'est vraiment, dès qu'on se détache un peu du côté intellectuel de la forme, eh ben, là, on y arrive. Voilà, on y arrive. C'est comme tout. Hein. On a appris à conduire. Au début, on intellectualisait tout ce qui se passait dans la voiture. Aujourd'hui, on conduit, on ne regarde plus. Donc, voilà. Donc, ça, c'est important. Et après, donc, on va façonner. Après, on va dorer. Donc, avec une dorure, hop, on va les dorer. On peut les dorer au pinceau. Si on en a beaucoup, on peut les dorer avec un spray de dorure. On va dorer. Et ensuite, on va les mettre en après. Si jamais, admettons, vous êtes en entraînement et à ce stade-là, vous n'avez pas le temps de les mettre en après parce que voilà, il est 22h50, et bien là, à ce moment-là, vous pouvez les laisser au frais. Vous pouvez les mettre sur une plaque, filmer et vous les laisser au frigo, tranquille. D'accord? Vous pouvez faire la brioche en 3 jours. La première journée, vous faites la pâte, la brioche, vous la laissez pointer au frais en direct toute la nuit au frigo. Le lendemain matin, par contre, avant d'aller au boulot, il faut la dégazer parce qu'il ne faut pas laisser le gaz trop longtemps dedans et vous la remettez bien à plat. Vous remettez un pain de glace dessus si nécessaire, il ne faut pas que ça refermente. Hein. Et après, le soir, vous façonnez et le lendemain, tranquille, bah, vous les sortez, vous les dorez et vous prenez le temps que ça pousse tranquille, même si ça met 2 heures. Le problème, c'est si vous faites ça le soir et si vous attendez que la fermentation soit impeccable avant de la cuire, des fois, vous n'êtes pas couché avant 1h du matin. Et ça, je sais ce que c'est. Et c'est frustrant de se dire, allez hop, je n'ai pas le temps, je suis trop fatigué, je vais les mettre dans le four. Alors que ça manquait encore 1 heure de fermentation. Ça, c'est très frustrant. Donc, faites-le de cette manière en 2 jours au moins ou en 3 jours, au moins, au début en tout cas, pour avoir une pâte nickel. D'accord? À partir du moment que vous le mettez en après, en fait, vous savez quand vous les mettez en après, mais l'environnement est tellement différent d'une maison à une autre que ça peut changer au niveau du temps. Il faut compter quand même 2 heures d'après. Alors, si vous les sortez du frigo, par exemple, vous l'avez laissé toute la nuit, bah, des fois, ça met même 3 heures. D'accord? 3 heures à 25 degrés. Hein. Il faut le temps que la levure elle réagisse. Hein. Voilà, donc il faut laisser le temps à ce champignon de se multiplier, quoi. OK? Donc, on met un coup de dorure, une humidité, tout ça, comme je vous ai dit au début. Et une fois que ça a bien levé, donc quand vous touchez votre plaque, ça doit faire une sorte de petite gelée. Quand vous les touchez, on sent qu'il y a du gaz dedans. On va redorer. Et après, on va, suivant la commande, on va découper au ciseau, on va mettre du sucre à chouquette. On peut mettre aussi un craquelin. Ça peut arriver qu'à l'examen, on vous demande de faire des boules de brioche. Et ensuite, au préalable, vous avez étalé du craquelin. C'est un temps pour temps entre farine, beurre, sucre, entre 2 feuilles guitare au congélateur. Après, vous détaillez des ronds et vous posez le rond. Au lieu que ça soit de la pâte à choux avec le craquelin, en fait, c'est de la brioche avec du craquelin. Mais vous posez le craquelin juste avant de mettre au four. Et là, ça va bien, c'est très bon. Hein. Ça peut être du craquelin au citron, voilà, c'est très bon. Et après, vous le mettez au four. Et ce n'est pas encore fini. Pour les petites pièces individuelles, il faut compter à peu près 15 minutes.
Et pour les grandes pièces, il faut compter à peu près 20 minutes, 25, ça dépend de plein de choses. Cuisez dans un four à 165 degrés, c'est pas mal. Voilà, on a tendance à mettre trop fort le four, je trouve. Mais de toute façon, on a tendance globalement à tout cuire trop fort. Que ce soit de la viande, que ce soit les légumes, en fait tout. Hein. On a tendance à trop mettre fort, en fait. Voilà. On pourrait baisser franchement tous les éléments. Qui a déjà testé les cuissons très lentes pour faire je sais pas, un rôti ou j'en sais rien? Magali, poisson. t'as déjà fait? Non. Alors, pas sur du salé, mais sur du sucré, quand on fait des gâteaux hauts, là, style Ouais. cake design. Les recettes, souvent, c'est des cuissons à 150 et qui peuvent durer jusqu'à 2 heures. Voilà, cuisson lente. Si tu le mets à 170, laisse tomber. Ça va cuire trop au-dessus, pas à l'intérieur, ça sera le bordel. C'est ça, la cuisson ne se fait pas correctement. Non, Et, non. voilà. Privilégiez une cuisson douce à 165 degrés, ventilée, c'est bien. OK, ça marche. Si jamais c'est un four statique, on va aller 170 degrés en four statique, 175 en four statique. Mais pas plus. Mais en ventilé, en tout cas, 165. Après la cuisson, vous les sortez du four et on va après les lustrer. Donc, c'est avec un sirop. Alors, attention, pas un sirop léger. Un sirop léger, c'est trop fluide. C'est bien pour imbiber un biscuit, pour que ça puisse pénétrer dans le biscuit, la génoise plus facilement. Là, c'est un sirop qui est fluide. Là, c'est pour lustrer. Donc, on a besoin d'un sirop un peu plus épais. Donc, si vous avez du sirop trop fluide, il faut le laisser bouillir un peu plus pour qu'il épaississe. Sinon, vous faites à peu près autant d'eau que de sucre. On est bien, autant d'eau que de sucre. Et il faut les lustrer juste après cuisson. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Vous les sortez du four, vous ne les avez même pas encore enlevés de la plaque chaude que vous les lustrez tout de suite. Après, ce n'est pas encore fini. On enlève vos pièces et on les met sur une grille. On va les faire suer. Ça, c'est très important. Il faut les laisser refroidir et respirer sur grille. Si vous n'avez pas de grille, prenez une plaque perforée, retournez la plaque et posez-les sur la plaque. C'est très important que ce soit de la brioche ou de la pâte levée feuilletée, de le faire suer, ou même du pain. Hein. Il faut faire suer sur grille. Jusqu'à temps que ça soit plus froid, quoi. Voilà, qu'on puisse les toucher. Et c'est seulement à ce moment-là, une fois que c'est froid, nickel, qu'on va pouvoir les mettre sur le support de présentation ou sur plaque. Ça marche? Alors, ces étapes-là, dès que ça sera en replay, tout ça, je vous invite vraiment à renoter point par point. Et dès que vous sentez OK, prête, vous envoyez un message audio simple comme ça. Voilà, en 30 secondes, voilà comment on réalise une pâte à brioche. On fait ça, 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 ça. Il faut que ça reste fluide. J'ai aucune petite note quand je vous ai expliqué ça parce que j'ai l'habitude. Il faut que ça reste très fluide. Il faut que ça soit très clair. Fernando, Ouais. pour les petites pièces et les grosses pièces, je me rappelle plus ce que tu as dit pour le temps de cuisson. À peu près, alors c'est aléatoire. Il faut compter à peu près 15 minutes pour les pièces individuelles et à peu près 20-25 minutes pour les grandes pièces. Mais ça, c'est une indication, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. Oui, c'est à peu près. Dans les grosses pièces, pour savoir si c'est cuit, alors évidemment, vous pouvez avec un petit, pas un couteau, mais un petit pic, vous pouvez piquer la pièce dans un endroit où on ne va pas voir pour voir si c'est cuit à l'intérieur. Mais vous pouvez aussi tapoter la pièce pour sentir si c'est creux. Voilà, on peut aussi soulever la pièce si c'est des tresses pour voir si c'est bien coloré en dessous. Après, c'est à peu près le temps, quoi. Voilà, c'est à peu près un temps de cuisson correct. C'est à peu près ça, à peu près. Mais il faudra ajuster la cuisson après. Il faut que ça soit coloré uniformément, une belle couleur. Et voilà. En tout cas, si vous voulez avoir une mie d'une brioche très filante, ça se passe dans le premier pétrissage, enfin dans le premier, après l'ajout du beurre, ça se passe là. Et ça se passe aussi le fait de bien la façonner. Voilà, ça se passe aussi à ce stade-là. Okay. Si vous voulez avoir une brioche qui est savoureuse, le fait de la lustrer, ça va apporter un petit goût supplémentaire, un petit goût sucré. Alors, n'ayez pas peur, elle ne sera jamais trop sucrée parce que pendant toute la phase de fermentation, la levure, elle a mangé beaucoup de sucre. D'accord? Donc, elle a déjà perdu énormément de sucre. D'ailleurs, si vous ajoutez, moi j'aime bien faire au chorizo, mais peu importe, vous pouvez faire une version salée, une brioche salée, c'est intéressant, en ajoutant des éléments supplémentaires dedans. Ou alors, vous pouvez faire ce que vous voulez après. Mais là, dans un premier temps, c'est bien maîtriser cette partie-là.
La seule chose qui change par rapport à la brioche au lait, c'est que au moment du pétrissage, il y a très peu de beurre en fait, donc vous pouvez mettre le beurre en une fois, dès le départ. Vous n'êtes pas obligé d'attendre pour ajouter la partie du beurre en deuxième temps. Quand c'est de la brioche au lait, vous pouvez tout mettre d'un coup. D'accord? Parce qu'il y a très peu de beurre, hein, je crois, là, j'ai souvenir, il y a peut-être 100 grammes de beurre pour 500 grammes de farine, donc il n'y a pas beaucoup de beurre, donc vous pouvez tout mettre d'un coup. Ça marche? Aurélie, Zaya, ça va? Oui, ça va. Ça va, j'ai été clair là, ça vous avez vous visualisez un peu? Ouais. Jenny, ça va, ça, c'est un peu clair? Olga, ça va? J'ai une Juste, question, Fernando. Oui? Par exemple, si on veut aromatiser la brioche avec de la fleur d'oranger, est-ce qu'on garde toujours donc le même grammage de lait et on rajoute du liquide, donc la fleur d'oranger, ou on enlève Bah, sur le lait? alors ça dépend de la teneur de ta fleur d'oranger. Déjà, tu peux la mettre dans le sirop D'accord. qui va servir pour lustrer. Ça va donner un goût subtil et c'est ce qu'on recherche. Donc là, c'est très bien. Après, on peut changer la pâte à brioche en ajoutant de la poudre de cacao. Ça fait une brioche chocolatée. Ça, c'est très bien. Mais si on veut Alors, le problème de l'aromatiser dès le départ en fleur d'oranger, c'est on va pas trop le sentir. Enfin, on pourrait, mais alors il faudra enlever un peu de liquide. Un petit peu. Si vraiment tu mets 20 grammes, tu enlèves 20 grammes de liquide, quoi. Tu vois? D'accord. D'accord, voilà, c'est tout. Mais on pourrait comme ça aussi. Ok. C'est vrai qu'à la fleur d'oranger, c'est bon, hein. J'adore, moi. Ouais, c'est super bon. Alors, on en mange sans faim, hein, ça se mange comme ça. ouais, Euh, donc voilà, ça va là. Alors ça peut paraître un peu où il y a beaucoup de choses à apprendre pour la brioche. Je sais qu'il y a plein de petites étapes et tout, mais c'est important que là, dès que vous êtes en face viennoiserie, en fait, pendant 3 semaines, c'est pas de la perte de temps. Vous faites que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Un coup PLF, un coup brioche, un coup PLF, un coup brioche. Si vous faites beaucoup de quantité, après, vous pouvez le redistribuer soit pour les personnes qui sont en difficulté, ceux qui dorment dehors, vous pouvez les donner. Vous pouvez, si vous avez envie de les vendre, vous pouvez les vendre. Vous pouvez les stocker au congélateur si vous avez un gros congélateur. C'est toujours bon, hein, au moins d'avoir de la viennoiserie en stock. Voilà, donc, mais surtout, vraiment, là, cette phase-là, elle est importante. OK? Alors, on va continuer. Là, je vais juste couper la visio. Donc là, c'était la première étape. Et attention, la prochaine visio sur la viennoiserie, ça va porter sur la pâte levée feuilletée.